Bienvenue dans ce troisième épisode de la série Synthétiseur qui va t'apprendre à monter une activité rentable en explorant ta curiosité et en partageant tes connaissances sur Internet. Si t'as pas vu épisode 1, épisode 2, je te mets les liens dans la description et je te rappelle que tu n'as pas besoin de prendre des notes parce que je t'ai déjà fait une fiche résumée complète qui reprend tous les conseils, toutes les idées, tous les concepts importants de cette série de 4 vidéos. Je t'ai tout compacté dans un fichier PDF. Donc pour le recevoir, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description, me laisser ton mail et je te l'envoie. Alors, dans la vidéo numéro 1, on a parlé du concept de synthétiseur. Qu'est-ce que c'est qu'un synthétiseur? Dans la vidéo numéro 2, on a parlé de la niche, de comment créer une niche personnelle, une niche qui n'est pas basée sur un sujet en particulier, mais sur ta personne. La niche, c'est toi. Et aujourd'hui, dans cette troisième vidéo, on va rentrer dans le cœur du sujet, on va parler de la création de contenu. Comment concrètement créer du contenu? Comment se lancer? Sur quelle plateforme est-ce qu'il faut publier? Est-ce qu'il faut faire du texte? Est-ce qu'il faut faire de la vidéo? Est-ce qu'il faut faire du format long, du format court? Toutes ces questions-là, le but de cette vidéo est d'y répondre pour que tu aies une vision claire de quelle est la meilleure manière pour toi de créer du contenu. La meilleure manière d'apprendre, c'est d'enseigner. Si tu es du genre à aimer lire des bouquins de non-fiction, regarder des longues vidéos éducatives de 30 minutes et plus, ou te faire des longues balades avec un bon podcast dans les oreilles, en réalité, tu fais déjà le gros du travail de synthétiseur. Rappelle-toi, dans la première vidéo, je t'ai expliqué le modèle du synthétiseur en 3 étapes, c'est très simple. Premièrement, apprendre. Deuxièmement, prendre des notes. Troisièmement, partager tes connaissances. Donc si tu fais déjà étape 1, apprendre, étape 2, prendre des notes, tu as déjà fait le gros du travail. Et ce serait dommage de s'arrêter là, parce que ça veut dire que toutes ces connaissances, tu les gardes pour toi. C'est dommage, parce que tu pourrais en faire profiter tellement de gens. Tu peux monter un business comme ça, tu peux gagner ta vie sur Internet, tu peux peut-être quitter ton job que t'aimes pas, devenir libre, voyager, tu peux te lever à l'heure que tu veux. De toute façon, c'est probablement déjà ton objectif si tu es là. Mais tu comprends bien qu'il se passera rien si tu t'arrêtes à la prise de notes. Donc l'étape logique suivante, c'est de partager tes connaissances sous forme de contenu sur les réseaux. Je sais qu'on peut facilement se sentir intimidé, qu'on peut se dire mais c'est un énorme travail. En réalité, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Imagine, tu as pris des notes suite à une vidéo intéressante que tu as regardée, tu as bien structuré tes notes, tu as reformulé avec tes mots, tu as peut-être ajouté 1 ou 2 exemples personnels. Mais publier ça sur Twitter, c'est déjà créer du contenu. Ou même sur LinkedIn ou ailleurs, en texte. Et tu vois, c'est pas compliqué, c'est pas difficile en soi. Ou alors, si t'es quelqu'un qui a la tchatch, tu peux juste poser ton téléphone. T'as pas besoin d'avoir une caméra professionnelle, qu'on soit clair. Moi, là, je filme avec la caméra avant de mon iPhone. Alors que j'ai 700 000 abonnés YouTube, tu vois, mais moi, je m'en fous. Donc, tu peux juste poser ton téléphone, appuyer sur le bouton, expliquer un concept que tu as aimé, avec tes propres mots. T'as peut-être un petit bout de papier avec une liste à puce des points importants que tu veux traiter, mais après, sinon, tu peux faire de l'improvisation. C'est ce que je fais un peu là. Tu vois, j'ai mon iPad là avec mes notes, mais je suis pas en train de lire au mot près ce que j'ai écrit. C'est de la semi-improvisation. Mais tu vois, en réalité, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Souvent, on se représente la création de contenu comme une montagne, parce qu'on voit des créateurs qui, eux, sont très pros, ils ont des équipes, ils ont du matos, mais en réalité, c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'il n'y paraît. Et tu sais, on dit souvent la meilleure manière d'apprendre, c'est d'enseigner, et c'est totalement vrai. Si tu lis un livre sans prendre de notes, dans 3 mois, tu auras probablement déjà tout oublié. Tu auras peut-être encore une vague idée en tête de quelques trucs que tu as appris dedans, mais la plupart des connaissances se seront évaporées. Si tu lis un livre en prenant des notes, c'est déjà mieux. Au bout de 3 mois, bon, peut-être que tu auras oublié, mais tu pourras revenir à tes notes, et tu auras l'essentiel à portée de main. Mais si tu fais l'effort de faire une vidéo YouTube pour résumer le livre, ou si tu écris un post LinkedIn avec les 10 meilleurs conseils que tu as tirés de ce livre, t'apprendras beaucoup mieux parce que tu fais l'effort de hiérarchiser l'information, de la reformuler avec tes propres mots pour expliquer ce que tu as compris. Et cette démarche-là, c'est une démarche active. C'est pas juste passif où je lis un livre. Je fais l'effort de structurer cette connaissance pour la transmettre. D'un point de vue cérébral, tu crées des connexions, des réseaux de neurones beaucoup plus forts par rapport à ces connaissances-là. Tu vas les intégrer beaucoup mieux. Donc non seulement la meilleure manière d'apprendre, c'est d'enseigner, mais en plus, par la même occasion, tu as créé un contenu qui a de la valeur pour les autres. Et là, je t'ai pris l'exemple d'un livre, mais c'est même pas forcément que avec des livres que tu lis. Tu peux regarder une conférence ou écouter un podcast sur un sujet qui te passionne, tu prends des notes structurées, tu reformules avec tes mots, puis tu partages les idées qui t'ont le plus marqué, pas forcément en résumé du contenu que tu as consommé à l'origine, mais il y a un concept qui t'a parlé, tu te dis putain, ce concept-là, ok, je vais prendre des notes là-dessus, puis je vais compléter avec mon propre vécu, une petite anecdote personnelle par exemple, une opinion que j'ai à ce sujet-là, et tu vas créer ton contenu de cette manière-là, et tu peux partager ça rapidement dans un post, dans une petite vidéo, comme tu veux. En réalité, rien ne t'empêche de publier ton premier contenu aujourd'hui. Je sais tu vas pas le faire, je sais. Là, tu as toutes les excuses du monde qui popent dans ta tête, ah oui, mais attends,
attends, mais j'ai prévu ça, là j'ai pas le temps, je peux pas, là. Mais juste pense-y, dis-toi, c'est pas compliqué. En réalité, à part tes barrières psychologiques, il y a rien qui t'empêche de te poser pendant 1 heure, de penser à un concept que tu as lu, de reprendre des notes que tu as prises et d'en faire un petit post et de l'envoyer sur les réseaux. Rien ne t'en empêche. Ça n'a pas besoin d'être parfait, au contraire, ça ne doit pas être parfait. Si ton premier contenu est parfait, c'est que tu as merdé quelque part. C'est que tu as été trop lent, c'est que tu as trop cogité mentalement. Et pendant ce temps-là, ton concurrent, lui, il a peut-être publié 30 contenus, tu vois. Donc ça doit être imparfait. C'est pas juste, c'est pas grave si c'est imparfait. Non, ça doit être imparfait. Parce que c'est par la confrontation au réel que tu t'améliores. Pas en cogitant mentalement pendant des semaines. Ça, c'est des excuses. Ça, c'est juste parce que ton ego cherche à te protéger, parce que tu as peur. Donc, il faut surmonter cette résistance émotionnelle, accepter de faire de la merde, et juste tu te dis, bah, la fois suivante, je ferai un peu moins de la merde, un peu moins de la merde, un peu moins de la merde. Et au bout d'un moment, tu te réveilles, tu regardes ton contenu, tu te dis, putain, c'est pas mal en fait. Je suis pas si mauvais. Moi, c'est comme ça que j'ai progressé. Mes premières vidéos, elles étaient nulles à chier. C'est juste qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, voilà, je vais publier comme un gros bourrin. Les premiers mois de ma chaîne YouTube en 2016, je faisais une vidéo par jour. Les premières étaient minables, mais rapidement, je me suis amélioré. Rapidement, j'ai appris à faire des montages un peu mieux. J'ai appris à m'exprimer avec plus d'aisance. J'ai appris à mieux structurer l'information pour que ça te découle de manière plus naturelle. Enfin, tu vois, tout ça, tu l'apprends beaucoup mieux par l'expérience que en regardant des contenus sur comment créer du contenu. Donc voilà, c'était le petit point mindset avant de passer à la suite. C'était important. Maintenant, rentrons dans le concret. Quelle plateforme choisir? Est-ce que tu dois te lancer sur YouTube? Est-ce que tu dois te lancer sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram? Moi, quand je me suis lancé sur Internet en 2016, chaque plateforme avait ses codes. Si tu voulais faire des vidéos longues, bah, c'était YouTube. Si tu voulais faire des posts photos, fallait aller sur Instagram. Si tu voulais faire du texte, c'était peut-être plutôt Facebook à l'époque. Et ce qui se passait, c'est que tu avais beaucoup de créateurs, ils avaient une plateforme principale et une plateforme secondaire. Par exemple, un YouTuber, bah, plateforme principale YouTube, plateforme secondaire, Instagram. Moi, c'était ça pendant longtemps. J'avais chaîne YouTube et compte Instagram où je partageais un peu plus des trucs de mon quotidien, des stories, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on est arrivé dans une nouvelle ère. Dans les réseaux sociaux, ça a complètement changé. Aujourd'hui, on est dans l'ère du multiplateforme. Au début des années 2020, t'as TikTok qui a explosé et qui est venu foutre un énorme bordel dans l'industrie des réseaux sociaux. Tout le monde a voulu copier TikTok. Ensuite, TikTok a copié d'autres et ça a lancé une espèce de dynamique où toutes les plateformes se copient. Aujourd'hui, même sur YouTube, tu peux faire du texte. T'as un onglet communauté, tu peux mettre des posts en texte et ça marche bien. Je l'ai testé, franchement, j'ai des posts qui ont très bien performé, qui ont même fait du reach, c'est-à-dire qu'ils m'ont apporté des abonnés qui me connaissaient pas, avec du post texte sur YouTube. Les vidéos longues, tu peux les mettre partout, ça peut marcher sur LinkedIn, ça peut marcher sur Twitter. Les vidéos courtes verticales, tu peux les mettre vraiment partout. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, en tant que créateur, quand tu produis un contenu, peu importe le format, que ce soit du texte, que ce soit de la vidéo verticale, horizontale, peu importe, en réalité, tu peux le mettre sur plein de plateformes différentes. Et ce serait idiot de pas le faire. Moi, par exemple, aujourd'hui, quand je fais un post texte, je vais l'envoyer sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, sur mon canal Telegram, sur ma chaîne YouTube dans l'onglet communauté et même parfois en newsletter. Donc ça me fait un potentiel effet de levier x6 parce que le post que je mets, dans tous les cas ce sera le même mais ce sera vu par différentes audiences. Je peux pas prédire à l'avance quelle audience réagira le mieux à mon contenu. Imagine, je mets que sur LinkedIn, ça marche un petit peu, mais si ça se trouve, ça aurait marché 3 fois mieux sur Facebook. Mais moi, comme un con, je me suis dit, je mets que sur LinkedIn et j'ai rien mis sur Facebook. C'est ce qui m'est arrivé pendant longtemps. Tu sais, j'ai un pote qui s'appelle Sabrita, il fait des vidéos sur la Thaïlande. Il m'a ouvert les yeux là-dessus. Moi, je le connaissais pour sa chaîne YouTube et je me suis rendu compte qu'il avait aussi une page Facebook qui avait dépassé la chaîne YouTube. Cette page Facebook, il faisait que reposter ses vidéos YouTube dessus. Mais juste avec du repost, ça a cartonné au point de dépasser en termes d'audience la chaîne YouTube. Et moi, là, je me suis dit, mais je suis complètement con, pourquoi j'ai pas juste pris l'habitude, il y a 5 ans, de remettre mes vidéos YouTube sur Facebook en natif, ou sur LinkedIn même, ou même peut-être Twitter, mais à plusieurs endroits. Si ça se trouve, aujourd'hui, j'aurais, je sais pas, peut-être 100 000 abonnés sur LinkedIn. Là, aujourd'hui, au moment où je te fais la vidéo, j'ai même pas 2000 abonnés sur LinkedIn, parce que j'ai créé mon compte cette année. Mais ça, je m'en mords les doigts. Alors qu'un simple réflexe de reposter partout, et même il y a des outils pour l'automatiser, ça m'aurait probablement permis de bâtir une présence importante sur toutes les plateformes. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment un avis tranché là-dessus. Je pense que poster ses contenus sur une seule plateforme, ça n'a aucun sens. Par contre, je te conseille de garder une plateforme principale, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle tu vas te spécialiser, tu vas comprendre les codes de cette plateforme, tu vas être plus actif, peut-être tu vas répondre aux commentaires seulement sur cette plateforme-là, parce que c'est vrai que si tu dois répondre aux commentaires partout, ça peut vite te prendre beaucoup d'énergie. Mais à côté de cette plateforme principale, toutes les plateformes où tu peux, tu vas créer quand même ton compte et tu vas reposter en natif, pas juste repartager le lien, tu vas reposter les contenus vite fait. Soit tu le délègues si tu as les moyens, soit si tu le délègues pas,
ce que je te conseille, c'est tu télécharges un autre navigateur dans lequel tu vas te connecter à tous tes comptes. Et ce navigateur, il te servira juste à poster en mode mitraillette. Par exemple, si tu as un post format texte à poster, tu as déjà l'onglet LinkedIn connecté à ton compte, Facebook, Twitter, peut-être l'onglet communauté YouTube, peut-être Telegram. Comme ça, tu as juste à faire copier, cliquer sur onglet 1, coller, publier, changer d'onglet, coller, publier, changer d'onglet, coller, publier, changer d'onglet, jusqu'à ce que ce soit fini, vraiment en mode militaire. Comme ça, tu perds pas de temps, c'est fait vite fait, tu débranches le cerveau et tu balances partout ton post. Est-ce qu'il faut faire du texte ou de la vidéo? Alors aujourd'hui, les deux formats dominants sur Internet, c'est le texte et la vidéo. Alors il y a aussi l'audio, tu peux faire des podcasts, mais quand tu démarres, je conseille pas forcément un podcast. Le podcast, c'est bien en deuxième format, une fois que tu as déjà une audience. L'algorithme de recommandation sur les plateformes de podcast est quand même assez faible. C'est dur de se faire découvrir en partant de zéro. Pour quand tu te lances, c'est vidéo ou texte. Là, il n'y a pas de bonne réponse. Ça va dépendre de toi. Si tu es quelqu'un qui t'exprime assez naturellement, que tu as la tchatch, probablement que la vidéo sera le plus efficace pour toi. Si tu passes bien à la caméra. Par contre, si tu es plus timide, introverti, tu n'as pas forcément envie de te montrer, tu peux faire du texte, ça peut marcher aussi. Il y a des plateformes qui sont basées sur du texte, Twitter, LinkedIn notamment. Si tu veux faire du texte, dis-toi que tu n'as pas besoin du tout d'avoir une belle écriture, d'avoir une écriture élaborée, sophistiquée, comme on t'a appris à l'école dans les cours de français. Ça, c'est totalement bullshit. Quand tu écris pour les réseaux sociaux, la seule chose à vérifier, c'est est-ce que c'est clair? Est-ce que ce que tu racontes, on te comprend facilement? Donc faire des phrases simples, avec des mots simples, éviter les tournures de phrases alambiquées, ça c'est la base. Si tu veux faire du texte, je te conseille quand même de rajouter des images sur tes posts. Pas forcément tout le temps, mais au moins de temps en temps. Parce que le problème du texte, c'est que c'est quand même assez froid. Dans le sens où c'est juste des lettres noires sur fond blanc. Il manque un visage. Donc si tu mets des photos de toi, alors pas forcément des photos où tu montes ta tête, ça peut être des photos de toi, mais où on te voit pas, où on te voit peut-être de dos. Ça peut être des schémas, ça peut être des illustrations. Mais pour donner de la vie et de la couleur à tes textes. En général, un bon texte, quand tu rajoutes une image qui colle bien, ça peut marcher beaucoup mieux. Alors après, un bon texte peut se suffire à lui-même, mais les images, si tu ne mets pas d'image, c'est dommage parce que je te prive d'une dimension très puissante à exploiter qui peut aider à communiquer beaucoup plus de visuel et d'émotionnel dans tes contenus. Et l'émotion, c'est ce qui joue dans la performance. Si ton contenu est trop plat, trop neutre émotionnellement, les gens vont s'en foutre et ça va pas marcher. Il faut que tu communiques une émotion. Et l'image peut aider à accrocher l'attention plus facilement et à appuyer l'émotion que tu veux faire passer dans ton texte. Maintenant, je dois être quand même honnête avec toi. La vidéo, ça reste le meilleur format. Pour une simple raison, c'est que c'est le mode de communication le plus riche. Quand tu fais du texte, ça je viens de te le dire, c'est juste du texte noir sur fond blanc. Mais quand c'est de la vidéo, il y a beaucoup plus de canaux de communication qui entrent en jeu. Là, par exemple, il y a ce que je dis oui, mais il y a aussi le langage non verbal. Il y a mes expressions faciales, il y a la gestuelle, il y a mes mains, il y a la tonalité de ma voix. La communication est beaucoup plus riche, elle se fait sur beaucoup plus de plans différents. Et donc c'est bien plus facile de se démarquer de cette manière-là, d'attirer une audience autour d'un contenu qui est unique parce que il n'y a pas seulement tes mots, mais il y a aussi toute la dimension non verbale qui est pour le coup unique, ça va venir renforcer ton monopole personnel. Ça va t'aider à être perçu comme davantage unique et remarquable. Donc si tu hésites entre texte et vidéo, je te recommande de vraiment tester la vidéo. Aussi dis-toi, si tu es mauvais au départ en vidéo, personne qui commence la vidéo est bon naturellement. Il y a peut-être des gens, mais c'est rarissime. C'est par la pratique qu'on s'améliore. Moi, mes premières vidéos, elles étaient nulles. J'étais crispé, on voyait que j'étais gêné, mal à l'aise, mais j'ai pris confiance petit à petit. Donc pars du principe que tu vas t'améliorer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Est-ce qu'il faut faire du format court ou du format long? En plus de cette question texte ou vidéo, il y a la question, est-ce que je fais du contenu long ou du contenu court? Le contenu court, alors il y a contenu court texte, ça va être par exemple Twitter, et il y a contenu court vidéo, là ça va être TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, que tu peux aussi d'ailleurs mettre sur Facebook, sur Twitter, sur Snap, même sur LinkedIn. Et puis de l'autre côté du spectre, tu as le contenu texte long. Là, ça va être plutôt des articles, des newsletters, des longs posts. Tu as des plateformes qui te permettent de faire des posts avec une assez longue limite de caractères. Et puis, tu as la vidéo longue. Donc là, typiquement, les vidéos YouTube classiques où tu peux parler pendant 10, 20, 30 minutes, même peut-être plus si tu veux. Tu sais, en ce moment, c'est la mode des podcasts filmés de plusieurs heures. Ça marche très bien. Donc la vidéo longue, c'est un très bon format aussi à exploiter que tu peux reposter sur bon nombre de plateformes aussi. Alors, le format court et le format long, que ce soit texte ou vidéo, ça a différentes fonctions. Le format court, c'est idéal pour gagner en expérience, pour tester rapidement des idées et pour te faire découvrir en partant de zéro. J'ai reçu la question d'un client récemment qui me demandait est-ce que c'est toujours pertinent aujourd'hui de faire des vidéos verticales shorts? Ma réponse c'est clairement oui, surtout si tu démarres aujourd'hui. En plus de te permettre de faire beaucoup de vues rapidement, de tester des idées, de voir ce qui marche pas, tu vas trouver des sujets qui attirent naturellement de l'audience, tu vas pouvoir répliquer, itérer. En fait, ce qui est génial, c'est la rapidité, la fluidité avec les shorts. Tu peux en publier plein, donc tu prends très rapidement un retour du marché, tu prends de l'expérience, tu te confrontes au réel. Moi je vois ça comme la bataille navale. Tu sais, la bataille navale,
navale, tu dois découvrir les navires de l'ennemi qui sont cachés. La meilleure stratégie, c'est pas de balancer des grosses bombes qui vont couvrir une zone de 9 cases. La meilleure stratégie, c'est plutôt de tirer à la mitraillette à 9 endroits différents. Là, tu vas maximiser tes chances de taper sur le porte-avions ou sur des plus petits bateaux, comparé à si juste t'envoies un obus. Tu tapes une large zone, oui, mais si tu tombes dans l'eau, si ça fait plouf, t'es bien dans la merde, parce que t'auras pas pu explorer le reste de la map. Contrairement à la mitraillette, où là t'es agile, tu tires un peu où tu veux, et la probabilité que tu découvres un navire est bien plus élevée de cette manière. Et pour sortir de la métaphore, les bateaux, c'est quoi? C'est les vidéos qui marchent. C'est les sujets qui font des vues, c'est les angles, les accroches que t'as testés qui ont bien marché. Le plus t'en testeras, le plus tu gagneras une expérience précieuse qui te permettra d'itérer sur ce qui a déjà marché et de grossir plus rapidement. Donc pour un débutant, je recommande à fond le format court. Ça peut être texte avec Twitter. Alors sur Twitter, c'est quand même dur quand tu pars de zéro de juste publier des petits tweets et d'espérer que ça marche. Là, il va falloir plutôt faire de la réponse à des gros comptes. Donc tu vas suivre plein de comptes dans des sujets qui t'intéressent. Et l'idée, ça va être de lancer ton compte en commentant les gros. Il faut aller là où il y a l'attention. Si tu balances juste dans le vide algorithmique de Twitter des petits posts comme ça, tu vas parler dans le vide. Mais si tu postes là où il y a déjà les yeux des gens, tu postes quelque chose d'intelligent, de pertinent, qui apporte de la valeur sous le post d'un gros compte qui est suivi, ben là, il y aura les yeux de l'audience de ce gros compte qui vont atteindre ton contenu. Et si ce que tu dis est pertinent, les gens vont liker, ils vont peut-être s'abonner, aller voir ce que tu fais, etc. Ça, c'est moins vrai pour le format court vidéo où là, tu peux te permettre de balancer, tester comme ça des petites vidéos rapides. Et là, c'est vraiment l'algorithme va t'envoyer une audience de test, voir comment ça réagit. Et si c'est quelques premières vues que l'algorithme te balance, ça donne des résultats positifs, ça va te pousser à un niveau d'audience plus élevé. Et encore une fois, l'algorithme voit comment ça réagit. Ça, c'est pour le format court. Maintenant, le format long, c'est idéal pour explorer une idée en profondeur, pour bâtir une relation de confiance avec ton audience et pour transformer de simples abonnés en vrais fans. Si tu fais que du contenu court, c'est difficile en général, c'est pas impossible, mais c'est très difficile par rapport au contenu long de vraiment fidéliser, de créer une connexion forte avec les abonnés. Pour ça, en général, tu as besoin de prendre le temps. Surtout quand tu fais du contenu éducatif, de davantage développer les idées, aller explorer différents angles, vraiment rentrer dans les nuances de l'idée que tu explores. Pas juste parler d'un sujet de manière superficielle en 1 minute et c'est bon, t'as tout compris. Là, les gens vont vite passer à autre chose et voilà, tu pourras pas plonger en profondeur dans le sujet, ce qui est nécessaire pour que les gens se familiarisent avec ton message, avec ton contenu, avec ta personnalité et apprécient te suivre. Parce que s'ils te regardent juste entre une nana qui twerk et un chat mignon dans un flux algorithmique style TikTok où ils bougent leurs doigts, tu vas pas laisser une empreinte forte dans leur mémoire de cette manière-là. Donc si tu es un synthétiseur débutant, commence avec du contenu court pour prendre en expérience, pour voir ce qui marche, pour te confronter au réel, pour tester des petites idées à la volée comme ça, c'est excellent. Mais une fois que tu auras attiré une petite base d'abonnés, même que ton contenu sera plus clair pour toi, que tu as un peu mieux compris ce qui marche, là tu vas pouvoir faire du contenu plus long, soit vidéo, soit texte. Encore une fois, ça il n'y a pas de bonne réponse par rapport à ça. Une très bonne stratégie, c'est de voir les sujets qui ont bien marché en format court et de les adapter en format long. Par exemple, bon, je vais dire n'importe quoi, mais imaginons tu parles de jardinage, tu as fait une vidéo short verticale de 1 minute qui explique comment faire pousser ses tomates chez soi en appartement. Et ce sujet-là a fait beaucoup plus de vues que tes autres vidéos. Là, tu vas te dire, ah tiens, ça intéresse les gens ce sujet-là, comment faire pousser ses tomates chez soi en intérieur. Et donc, je vais faire une vidéo plus longue où là, je vais développer plus en profondeur, je vais expliquer, je vais montrer comment moi je le fais, etc., etc. Et là, ça fera peut-être une vidéo de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes si tu veux. Mais là, tu vas apporter de la profondeur. Et l'idée sera déjà testée. Donc, il y a de fortes chances que ça marche bien parce que tu as déjà tiré un coup à la mitraillette, tu as déjà vu qu'il y avait un navire à couler là-dedans et donc maintenant, tu peux balancer ton obus. Et probablement que là, en bombardant la zone, tu vas directement couler le navire. Alors que si tu avais juste balancé ton obus au pif dans le vide, tu t'es beaucoup investi sur une vidéo qui, au final, va peut-être flopper et tu vas avoir la haine. Alors que si c'est juste un petit tir de mitraillette dans l'eau, bon, c'est pas grave, ça arrive. Tu t'y attends, c'est normal. Le créateur hybride. Alors ça, c'est un concept que j'ai développé. Ça va plus concerner les créateurs qui ont déjà une base d'audience. Ce que j'appelle un créateur hybride, c'est un créateur qui est multi-thématique, donc le synthétiseur, qui est multi-format, faire du texte, de la vidéo, même de l'audio s'il veut, selon son humeur, et qui est multiplateforme, c'est-à-dire qui est présent sur toutes les plateformes. L'avantage, c'est que ça te permet vraiment de travailler à l'enthousiasme, de faire le contenu sur le sujet qui te parle en ce moment, qui te fait vibrer en ce moment, dans le format dans lequel tu le sens le mieux aujourd'hui. Par exemple, tu te lèves un matin, t'as la tête dans le cul, ou je sais pas, t'as un bouton sur le nez, tu es là, putain, je vais pas faire une vidéo. Donc là, tu te dis, ok, c'est pas grave, je suis un créateur hybride, donc je vais faire un post-texte, je vais écrire, comme ça personne ne verra mon gros bouton sur le pif. Et peut-être le lendemain, le bouton il aura disparu et tu auras une bête d'énergie, tu te diras, je vais pas écrire aujourd'hui, je vais allumer la caméra et je vais transmettre mon énergie aux gens. Puis après, comme tu es multiformat, tu peux poster un peu sur toutes les plateformes, ça je te l'ai déjà expliqué, le créateur tout terrain où tu vas balancer sur autant de plateformes que possible, puisque aujourd'hui, toutes les plateformes permettent à peu près tous
les formats. Donc ce serait bête de se priver de cet effet de levier, de reposter à autant d'endroits que possible. De cette manière-là, tu enclenches l'effet cumulé, parce que tu es là sur le long terme, je te rappelle. Le game du créateur, c'est pas un jeu qui se joue sur quelques mois, ça se joue sur le long terme. Moi je suis un dinosaure, là, je te partage mon expérience de dinosaure. Et si aujourd'hui j'ai les résultats que j'ai l'audience que j'ai, c'est parce que je suis là depuis 2016 aussi. Il y a l'effet cumulé qui a bien joué en ma faveur depuis le temps. Et si tu enclenches le plus rapidement possible l'effet cumulé sur toutes les plateformes, peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, tu auras plus de 100 000 abonnés sur chaque plateforme où tu as commencé à publier, mais il a fallu qu'à un moment donné, tu commences à semer les graines. Si on dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, le deuxième moment, si tu l'as pas fait il y a 20 ans, bah c'est aujourd'hui. C'est pas dans 3 ans, là tu t'en mordras les doigts de pas l'avoir fait aujourd'hui. Puis aussi l'avantage d'être multiplateforme, c'est que ça supprime le plateforme risque. Par exemple, si tu fais que du YouTube, si un jour, je sais pas, l'algorithme YouTube décide que tu as dit quelque chose qui est contre leur politique d'utilisation, ils peuvent te striker, te bannir, et si tu perds ta chaîne YouTube, t'es dans la merde. Alors que si à côté t'as aussi un LinkedIn, t'as aussi un Twitter, t'as aussi un Instagram, finalement si on coupe une tête, si on te bannit sur une plateforme, ça va pas être dramatique. Bon, ça fait chier toujours, on est d'accord, mais c'est beaucoup moins dramatique que si c'était ta seule plateforme qu'on te supprimait. Inconvénient cependant de l'approche du créateur hybride, c'est pas forcément adapté aux débutants parce que si tu disperses ton énergie dans plein de formats différents, plein de plateformes, plein de sujets, au début, ça peut être compliqué de fédérer une audience. Quand tu as déjà une base d'audience, tu peux te le permettre, mais c'est pour ça aussi que je te partageais la triple niche comme framework pour cadrer déjà les sujets desquels tu parles au début. Après, au début, t'es pas non plus obligé de publier sur toutes les plateformes, peut-être choisissant 2, 3, et après, quand tu commenceras à avoir de l'attraction, tu peux en publier sur plus. Et aussi, je te dirais au début, concentre-toi sur un seul format. Va pas commencer à faire du texte et de la vidéo. Tu peux, mais comprends que ce sera plus efficace si tu concentres d'abord ton énergie sur maîtriser un format, par exemple la vidéo. Et une fois que tu maîtrises la vidéo, si au bout d'un moment tu commences à t'ennuyer un peu, tu as envie de tester autre chose, ce qui est d'ailleurs essentiel, c'est important de mettre de la variété dans sa création. Là, tu pourras tester peut-être des posts, textes, peut-être tester d'autres formats, enfin bref. La routine d'écriture, ça c'est ton habitude la plus importante en tant que créateur, en tant que synthétiseur, c'est d'avoir un rituel quotidien où tu vas écrire, tu vas te poser et tu vas écrire ton contenu. Donc ça peut être la prise de notes, ça fait partie du processus, mais l'idée c'est de préparer les contenus que tu vas poster. Alors si c'est du texte, tu vas directement les écrire, et si c'est de la vidéo, tu vas peut-être faire des bullet points, mais c'est important que chaque jour, tu aies un petit coin de ta journée qui soit réservé à la création. Et là, je parle pas à l'apprentissage. C'est aussi hyper important d'avoir une habitude de lecture, mais finalement, la base de ton activité de synthétiseur, c'est habitude de lecture pour apprendre et habitude d'écriture pour transformer les connaissances que tu as appris en quelque chose que tu vas pouvoir enseigner. Donc mon conseil, c'est déjà d'être réaliste. Ne va pas te dire, si tu as déjà un taf à temps plein, que tu veux devenir créateur à côté de ton taf, ne va pas te dire, je vais le faire 2 heures par jour. C'est pas très réaliste, commence peut-être avec 30 minutes. Fais-le aussi à heure fixe. Bloque-toi vraiment un bloc de temps qui est toujours le même, que ce soit un jour de semaine, que ce soit le week-end, comme ça tu sais par exemple, voilà, le matin entre 7h30 et 8h, c'est mon rituel d'écriture, et là, voilà, je me pose face à mon éditeur, je regarde les notes que j'ai prises, je reformule, j'en fais des contenus, etc. Mais tous les jours, quoi qu'il arrive, ce bloc de temps est sacré, ça doit être ma priorité absolue. Si quelqu'un vient te solliciter parce qu'il y a une petite urgence, je lui dis hop, tu attends un petit peu, reviens me voir dans 30 minutes, je t'écouterai, mais là, c'est mon rituel d'écriture. Et si tu as cette habitude tous les jours, avec l'effet cumulé, ça va enclencher vraiment un cercle vertueux où tu vas avoir du contenu à publier en continu et l'habitude au bout d'un moment sera ancrée dans ta vie. Ça, c'est hyper important. Si tu le fais juste un peu de temps en temps, au petit bonheur, la chance, malheureusement, ça fonctionnera pas. Tu vas te retrouver submergé par les petits problèmes du quotidien, tu vas procrastiner, tu vas te dire ouais là c'est pas le moment, je ferai après, mon projet de création de contenu ça attendra, quand j'aurai terminé ce truc là qui me prend mon focus. Mais quand ce sera fini, tu auras un autre truc qui te prendra ton focus. L'idée c'est que tu décides dès maintenant que ce petit bloc réaliste, je parle de 30 minutes par exemple, c'est ta priorité, ok? Il faut que tu décides que ce soit ta priorité, sinon ça marche pas. Je voulais te partager aussi 3 formats universels que tu peux utiliser pour partir d'une base et ne pas avoir le syndrome de la page blanche où tu te retrouves face à ton éditeur de texte, t'es là merde qu'est-ce que j'ai écrit. Le premier format universel c'est les histoires, ça marche hyper bien. Les humains sont programmés pour écouter les histoires. Raconter une histoire c'est la manière la plus puissante de faire passer un message parce que ça reproduit la manière dont notre cerveau fonctionne. Les histoires ça nous communique des images, c'est très visuel, il y a des émotions, il y a des rebondissements, quand c'est bien raconté en tout cas. Si ton histoire est neutre émotionnellement, tu vas faire chier les gens. Mais une bonne histoire, il y a du visuel, il y a de l'émotion, il y a du suspense, il y a de la curiosité. Je vais pas te faire un cours complet sur le storytelling, ça prendrait trop de temps, mais tout le monde est capable de raconter des histoires. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on en a tous des histoires. Suffit de plonger dans tes souvenirs, t'en trouveras. Et ça n'a pas besoin d'être des histoires extraordinaires. En réalité, les meilleures histoires, c'est les histoires les plus simples, les plus banales. Parce que les gens peuvent s'y identifier. Moi, par exemple, pendant longtemps, je racontais que j'étais très timide quand j'étais adolescent. Et vraiment, je mettais l'accent sur mon histoire. Je disais, voilà, des fois, j'étais dans un groupe
et j'avais l'impression d'être un fantôme, d'être une plante verte. Les autres y parlaient, mais moi quand j'essayais de dire un truc, on me calculait pas. Pour les autres j'étais invisible, mais moi dans ma tête c'était horrible, j'étais dans un conflit permanent. Parfois je me faisais couper la parole par un collègue plus charismatique et tout le monde s'en foutait de moi. Et tu vois, j'insiste sur la douleur, je raconte la situation initiale. Et après je raconte aussi comment je m'en suis sorti, les choses qui m'ont aidé. Ça c'est la voix du mentor avec la montagne dont je t'ai parlé dans la vidéo précédente. Mais voilà, les histoires ça marche très bien. Je te conseille de collectionner tes histoires, d'avoir une petite note dans laquelle tu écris toutes les petites anecdotes ou les choses marquantes qui te sont arrivées parce que ça te rendra unique. Ça permettra aussi de te crédibiliser et que les gens te fassent confiance. Ça, je te l'ai aussi dit hier, je répète rapidement, mais les gens ont besoin de savoir qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu fais du contenu, t'es qui pour parler de ce dont tu parles. Les gens ont besoin de savoir ça, pour te faire confiance en tout cas et créer une connexion et te suivre après sur le long terme. N'hésite pas aussi à raconter tes échecs. Ça, il y a peu de gens qui le font parce qu'aujourd'hui, beaucoup de créateurs, ils essaient de renvoyer une image lisse, ils veulent se montrer sans faille. Et ils comprennent pas que les gens veulent de l'authenticité et que la vulnérabilité, c'est-à-dire montrer que tu es humain comme tout le monde, que toi aussi tu as ton lot d'échecs, que tu as des faiblesses, que tu n'es pas parfait, c'est charmant et ça va te différencier parce que peu de gens le font. Donc n'hésite pas à raconter aussi tes échecs, tes douleurs, tes insécurités. Ça c'est vraiment un cheat code aussi si tu oses le faire. Deuxième format de contenu universel, problème, agité, solution. Donc tu commences par parler du problème, donc tu parles d'un problème qui touche ton audience, que tu connais toi, que tu as peut-être déjà résolu dans le passé ou que tu es en train de résoudre, peu importe, mais tu parles du problème. Deuxièmement, tu agites le problème, c'est-à-dire tu remues un peu le couteau dans la plaie, tu peux raconter ton histoire comme moi je te l'ai dit par exemple là avec quand je me sentais comme une plante verte dans le groupe. Ça, c'est agiter le problème. Parce que les gens vont pouvoir s'identifier à ça et se dire « Putain, moi aussi, je connais ça. » Et c'est vrai que c'est tellement douloureux. Là, tu chopes l'attention des gens comme ça parce qu'ils voient que tu les comprennes. Puis, troisième étape, la solution. Voilà les 5 conseils que je peux vous donner qui, moi, m'ont aidé. 3 étapes ou tout ce que tu veux. Enfin, tu donnes après la valeur de ton contenu, la solution. Ce format problème, agité, solution, c'est une valeur sûre parce que problème, ça attire l'attention. Agiter, ça rend le contenu plus émotionnel et la solution, ça apporte de la valeur, ça rend ton contenu utile pour les gens qui le regardent. Et puis, troisième format universel, c'est les listes. Donc les listes, c'est simple, efficace, ça attire l'attention naturellement parce qu'il y a un chiffre. Les gens aiment bien les chiffres et puis aussi comme tu donnes par exemple 7 conseils pour faire ceci ou cela, il y a un truc psychologique où les gens vont se dire ok, il faut que je les sache tous, il faut que j'ouvre tous les tiroirs de la vidéo. Chacun des conseils de la liste, c'est un tiroir. Il y a toujours de la curiosité tant que tu les as pas tous ouverts. Peut-être que dans le 7e tiroir à la fin de la vidéo, il va y avoir une dinguerie, quelque chose qui va changer ta vie, tu le sais pas. Donc c'est très efficace les listes pour faire du contenu où les gens regardent jusqu'au bout. C'est un format qui marchera toujours, ça, il y a pas de ça se démodera jamais. C'est tellement ancré dans la psychologie humaine. Et c'est aussi excellent les listes pour les jours où tu manques un peu d'inspiration. Tu trouves un sujet, un problème précis, spécifique duquel tu pourrais parler et tu rassembles des conseils que tu as lus dans des livres, que tu as trouvé sur internet ou même, et c'est mieux, de ton propre vécu. Et tu vas packager tout ça dans une liste et ça fait du contenu efficace et facile à produire. Lance-toi maintenant et réfléchis plus tard. Avant de te laisser, j'insiste vraiment là-dessus, la pire erreur que tu puisses commettre, c'est d'attendre le bon moment, c'est de cogiter pendant des semaines, voire des mois sur ah tiens, comment est-ce que je me lance, quelle plateforme, quel format de contenu. Vraiment, fais taire cette voix du perfectionniste qui est là pour te saboter et fais un contenu moche. Vraiment, si ton premier contenu n'est pas moche, il y a un problème, c'est que t'as merdé. Tu dois faire de la merde et ensuite tu vas faire un peu moins de la merde, un peu moins de la merde jusqu'à ce que tu fais c'est bien. Confronte le plus rapidement possible tes idées à la réalité. C'est comme ça que tu pourras savoir ce qu'elles valent. C'est comme ça que tu pourras trouver vraiment les sujets qui marchent le mieux et les exploiter. Quand tu trouves un sujet qui marche, te dis pas ça y est, j'ai fait un contenu là-dessus, c'est fini. Non, non, il faut que tu le milques. Il faut que tu l'essores jusqu'à la dernière goutte. Moi, par exemple, à l'époque où je parlais pas mal de développement personnel, il y avait le sujet du charisme. Ça marchait à chaque fois. Ah, putain, je l'ai poncé, ce sujet charisme. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus et à chaque fois, ça marchait bien. Mais ça, c'est nécessaire, évidemment, de faire énormément de tests non concluants. Donc, commence avec du contenu court, publie, vois ce qui marche et fonctionne par incrémentation. Et pas en te disant, voilà, il faut que ce soit parfait dès le départ. Là, tu vas te planter, tu vas droit dans le mur. Tu vas te prendre un tronc d'arbre dans la gueule. Donc, tu débranches le mode intello et tu actives le mode gros bourrin. Et dans la prochaine vidéo, la 4e et dernière de cette série synthétiseur, on parlera des stratégies de monétisation. Évidemment, c'est encore débutant, c'est pas tout de suite, mais au moins comme ça, tu auras une vision de comment tu peux gagner ta vie concrètement, monter un business autour de ton activité de synthétiseur. Je te rappelle, si tu avais oublié, tu as la fiche résumée de toute la série synthétiseur dans laquelle tout est récapitulé. T'as pas besoin de prendre des notes, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description et télécharger la fiche résumée que j'ai préparée pour toi. Sur ce, je te dis à très vite dans la 4e vidéo. Ciao!